On fouille les blocos comme si c'était des ruines romaines. Pourquoi ? Est-ce que des hommes un jour se sont dit que la femme elle était moins bien que des hommes ? Les événements de Paris, ils étaient arrivés chez nous en 24 heures. Les blagues se basaient sur les événements historiques. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Jimmy Alfred, un podcast proposé par Mémoire Vive avec Leandra Sanchez, 20 ans, et Clément Quimbert, 20 ans, tous deux service civique Solidarité Senior. Chapitre 2. Sous la surface des choses. Dès l'enfance, vous manifestez un tempérament curieux. À Saint-Georges-de-Didonne, à l'époque, l'école était dans les dunes, qui ont été un peu rabotées, et l'école, c'était des baraquements qui avaient été construits après la guerre, je présume. Une fin d'après-midi, ça devait être l'hiver, il y avait le soleil se couchait, et l'instituteur, qui s'appelait Monsieur Poineuf, je me souviens, m'avait montré tout d'un coup des bifaces, donc des outils de la préhistoire. Et je sais pas, il avait montré ça, il y avait le soleil derrière. Ça a été un choc pour moi, la préhistoire, tout d'un coup. Ça m'a amené à m'y intéresser de plus en plus. J'ai quitté l'école de Saint-Georges-de-Didonne, je suis allé au collège à Royan. J'ai eu un prof d'histoire, qui s'appelait Monsieur Coll, qui nous a parlé du Fa. Donc il avait participé à des recherches un peu avant la guerre, et après la guerre, le hasard fait que mon grand-père m'avait payé un vélo, j'avais 10-11 ans. Et donc, j'allais en vélo directement voir le site du Fa. Mais à l'époque, on voyait qu'il y avait des ruines. Ça m'a fasciné. Je trouve qu'il y a toujours des traces de ce qui s'est passé. Même en nous, on porte des traces. Alors, il y a les traces qu'on porte en nous et les traces qu'on va trouver dans un champ en se promenant. Je disais qu'effectivement, quand on a traversé un champ, c'était comme un livre d'histoire. On va trouver des céramiques, on va trouver des silex taillés. Et dans un champ, on va avoir 3000 ans, 4000 ans d'histoire. C'est un livre ouvert pour vous ? J'essaie d'ouvrir en tous les cas. On a compris bien l'importance du Fa grâce à plusieurs personnes, dont un ingénieur de Louis XIV qui s'appelait Claude Masse, qui cartographiait la région, qui essayait de comprendre le paysage. Il interviewait des gens, ça remonte vers 1700 à peu près. Il va parler avec des vieux de la commune de Sébarzan là-bas, et qui racontent, oui, on dit qu'autrefois il y avait un port à cet endroit-là. Il y a un autre endroit, on dit qu'il y avait un château. En fin de compte, c'était pas un château, il s'avère que c'était un théâtre antique qui était à cet endroit-là. Quand j'étais en seconde, j'ai eu un prof d'histoire-géographie. Ça aussi, c'est un événement au niveau de l'histoire qui a été assez fondateur, qui nous a emmené une année en voyage scolaire en Belgique, à Bruges. Il y avait à côté un ancien port comme Brouage qui s'appelle Dam. Et Saint-Jean-d'Angély faisait du commerce au Moyen-Âge, et jusqu'au XVIIe siècle sans doute. Il nous a emmenés là-bas pour nous faire prendre conscience que notre petite ville de Saint-Jean-d'Angély, où il y a une rivière qui est bien tranquille, et bien qu'il y avait des bateaux au Moyen-Âge qui partaient de là et qui arrivaient jusqu'en Belgique. J'imaginais le port. Je me représente toujours d'ailleurs un espace, pas uniquement dans la dimension qu'il a en ce moment, mais les différentes dimensions qu'il a pu avoir avant. Monsieur Coll aussi nous avait fait faire des voyages, voir l'aqueduc souterrain, l'aqueduc romain de Saintes, qui alimentait la ville de Saintes. Alors ça, c'est des trucs, des églises fortifiées aussi pendant la guerre de 100 ans. Bon, c'est des choses qui m'ont bien marqué. Et puis ça m'a semblé évident, le jour où je me suis retrouvé enseignant, de dire, je ferai des voyages comme ça moi aussi. Vous avez eu un grand rôle dans le développement des recherches archéologiques romaines du Fa. Au Fa, j'étais en contact avec des archéologues. Il y en avait un qui était étudiant à l'époque avec une prof de fac à Bordeaux. Et je les ai emmenés sur le site. Et puis, ils ont compris que c'était un site très intéressant. En l'espace de quelques minutes, on avait ramassé des morceaux d'amphore, de la céramique. Ça, c'est une chose qui m'a passionné aussi. Ça, bien sûr, c'est essayer de comprendre comment les Gaulois sont devenus romains ici. Je pense que l'histoire, actuellement, les archéologues le font, elle a besoin d'être déconstruite pour être reconstruite, parce que l'histoire, c'est toujours un outil de propagande en même temps. Après la pierre, le verbe. Vous ne vous arrêtez pas à l'archéologie matérielle des objets, mais vous approfondissez aussi celle immatérielle
de la langue que nous parlons. L'Angleterre est romaine aussi à un moment donné, jusqu'à l'Écosse pratiquement, là où il y a le mur d'Adrien qui sépare l'Écosse de l'Angleterre. Et puis il y a les Saxons qui arrivent, et puis il va y avoir les Vikings aussi qui arrivent, hein. Donc il y a des endroits qui sont plus saxons, le sud, et puis Vikings à l'est davantage, et Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Donc la langue dominante, je pense que c'est le saxon, mais pas partout, hein. En Écosse, en Cornouailles, Pays de Galles, on continue de parler une langue celte. Comment ça va se passer ? Les gens qui ont le pouvoir, les seigneurs, les gens qui ont envahi l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, il va distribuer des terres, et donc la langue du pouvoir, ça va être le français de l'époque. Alors on arrive à des trucs amusants, c'est qu'il y a les gens du peuple qui continuent à parler le saxon. Alors par exemple le cochon, on va prendre le mot saxon pour l'animal vivant, pig, et pour l'animal qu'on mange, on va dire pork. Pour le veau, pour le bœuf, pardon, on va dire ox pour l'animal vivant, hein, comme Oxford, le gué des bœufs par exemple. Et pour l'animal qu'on va manger, on dit beef, comme le bœuf, en fait, comme beef c'est bœuf, quoi, hein, beefsteak après qu'on retrouve. Et alors donc, il y a eu une répartition des mots. On a gardé pour le vivant le mot saxon, et pour la viande, on a pris le mot d'origine française, quoi. Donc, on remonte avec presque tous les mots, on peut remonter le temps comme ça et voir des ruptures dans l'histoire à des moments. Quand on travaille sur la racine des mots, mais des noms des gens aussi, c'est vachement intéressant, les noms des gens. On donnait au premier fils le même nom que le père. Alors tout le monde, le grand-père, l'arrière-grand-père, ils s'appelaient tous Jean. Alors à un moment donné, on s'y retrouvait plus, donc on a rajouté un surnom, quoi, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on en dit surname aussi. Il y a beaucoup de noms de famille français qui sont des noms de métiers. Celui qui était boulanger, on va l'appeler fournier. Hein, voilà. Souvent, on peut trouver le métier de notre ancêtre au XIIe, XIIIe siècle. Alors, il y en a d'autres qui sont pas sympas aussi. Retrouvez la suite dans le chapitre 3, l'apprentissage de la complexité. C'était Rencontre intergénérationnelle, avec Jimmy Alfred, 81 ans, retraité à Royan, en Charente-Maritime, Leandra Sanchez, 20 ans, et Clément Quimbert, 20 ans, tous deux service civique Solidarité Senior. Un podcast conçu par Mémoire Vive, sur une idée originale de Louise Leclerc, en collaboration avec le service civique Unicité de Royan, mis en ondes et en musique par Sylvain Kunzmann et animé par Jean-Marc Bonin.